à ce projet sur l'État juif. Et je voulais juste dire ceci, vous avez remarqué bien sûr que personne ne parle de l'État juif, on ne parle que de la démocratie. Et pourtant, il y a énormément d'énergie qui sont concentrées pour lutter contre le caractère juif de l'État. Et c'est vraiment paradoxal, mais c'est de cela qu'Eliezer va nous parler. Eliezer, tu as la parole. Shalom. Shalom, je suis sûr que cette assemblée phénoménale qui est ici, eh bien, vous êtes venus pas seulement pour m'écouter, mais surtout pour vous revoir, vous voir et vous revoir. En tout cas, je parle pour moi. Hein. Je suis certainement pas là pour m'écouter, mais pour vous voir. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, grâce à vous, j'ai des heures d'écoute du site du Keren HaChadasha l'Israël ou Keren l'Israël HaChadasha, le NIF, le New Israel Fund et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on va faire connaissance avec une nébuleuse très intéressante. Je voudrais commencer par une brève introduction, c'est-à-dire en Sciences Po, on parle très souvent de sphère d'influence ou comment dire, sur quoi qu'est-ce que je dois avoir pour exercer le pouvoir. Alors, il y a des époques où pour exercer le pouvoir véritablement, il me faut avoir avant tout des armes. D'autres époques, le pouvoir se mesure par mes capacités économiques, financières, par mes denrées énergétiques et autres. C'est ce qui fait véritablement la mesure de mon influence politique. Il y a d'autres époques où c'est surtout l'information. Je dois avoir accès à des informations qui sont très secrètes, pour avoir le pouvoir, tant au niveau économique, et du moment que j'ai ce pouvoir au niveau informationnel, eh bien, je l'ai au niveau économique, je l'ai au niveau politique, je l'ai aussi au niveau militaire. Mais il y a aussi des époques, aujourd'hui, on voit que le pouvoir, il est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire que vous pouvez être élu, avoir en certain sens le pouvoir politique, mais vous pouvez vous faire arrêter très facilement pour des choses qui n'ont pas forcément été prouvées. Vous pouvez avoir le pouvoir économique, vous pouvez être un milliardaire, mais on peut vous faire passer en tribunal, devant un tribunal, même pas de justice, un tribunal médiatique, et vous perdez tout ce que vous avez. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça, c'est une chose, par exemple, en Russie, qui fonctionne encore d'après des modèles précédents, eh bien, Poutine, les médias peuvent en dire ce qu'ils veulent. Les oligarques peuvent avoir des milliards et des centaines de milliards, c'est lui qui décide, parce qu'il détient le pouvoir politique. Il y a d'autres pays où vous pouvez être élu 100 fois, mais on vous fait un putsch. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir militaire qui décide. Et puis, il y a des États ou des constellations sociopolitiques et autres où vous pouvez, en apparence, avoir le pouvoir économique, politique, voire judiciaire, et vous pouvez être mis le dos au mur ou le dos au plancher, avec une toile très bien tissée de centaines d'organisations. Rappelez-vous Gulliver, et contre qui vous ne pouvez rien faire. Eh bien, c'est pour ça que j'ai appelé
notre rencontre d'aujourd'hui la nébuleuse. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une toile très, très diffuse de centaines, voire de milliers d'organisations, mais qui sont toutes liées entre elles. Toutes liées entre elles et qui, chacun dans son domaine, faisant semblant d'avoir aucun rapport avec toutes les autres, faisant semblant de poursuivre uniquement euh, son agenda et véritablement fait promouvoir un agenda global qui contourne toutes les institutions que nous connaissons. Voilà. Maintenant, ramenons cela à notre cas d'étude, c'est-à-dire Israël. Jusqu'en 1948, nous avions des partis qui étaient des États. Il n'y avait pas d'État, donc les partis remplissaient les fonctions étatiques. Pas seulement les partis socialistes, aussi les partis révisionnistes de droite, etc. À partir de 1948, vous avez un État qui est parti, un État qui est véritablement dominé par un parti hégémonique qui est le parti Mapai. À partir de... Ça continue jusqu'en 73, plus ou moins, jusqu'à la guerre de Kippour. Ensuite, commencent à pousser des alternatives. C'est les médias, c'est le système juridique. En 77, avec l'ascension au pouvoir de Begin et du Likoud, des partis de droite, de la coalition de droite, et bien, comme le dit l'ex-dirigeant travailliste Yossi Ben Aaron, on lui rapporte très souvent la phrase, eh bien, si c'est le choix du peuple, eh bien, je change de peuple. Ce n'est pas ce qu'il a dit véritablement, mais il a dit, je ne me dois pas de respecter le choix du peuple. Si le peuple a choisi un Begin, comme il l'appelait, je ne suis pas tenu de respecter son choix. Et puis là, on commence à voir la naissance d'institutions et de stratégies de contournement. De contournement de quoi? De contournement du choix populaire, contournement de la démocratie. D'Israël comme État démocratique. Ça, c'est une chose très intéressante. Très souvent, on a tendance à opposer État juif ou État démocratique. Je ne suis pas sûr que ce soit tellement juste. Parce que le contournement et la lutte contre l'État juif, Israël comme État juif, lui a précédé la lutte contre Israël en tant qu'État démocratique, naturellement, en dressant l'étendard de la démocratie. Cela dit, à partir de 1977, eh bien, ce sont différentes stratégies de contournement par les médias qui ne sont plus du tout aux mains des partis politiques, comme c'était le cas dans les années 30, 40, 50, 60. Après la guerre de Kippour, ça a commencé à changer. Contournement par le système judiciaire qui va se dire le porte-parole du public éclairé, à la différence du public qui est obscur, non éclairé. Et puis, à partir des années 80, 90 et à plus forte raison 2000, eh bien, ce qui va se tisser, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse des ONG, des organisations non gouvernementales. Pourquoi nébuleuse? Eh bien, je vous l'ai dit. Maintenant, bon, tout cela, ça vaut comme ce que ça vaut comme introduction théorique, mais les ONG, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles aussi, c'est, on peut dire, le paroxysme, le contournement arrivé
qui a un stade de perfectionnement presque absolu du contournement de la volonté populaire. Quelques exemples en vrac de son impact. Vous vous rappelez le retrait d'Israël du sud Liban en mai 2020, en mai 2000, pardon. En mai 2000, Israël quitte le sud Liban où on était présent pendant 18 ans après le début de la guerre du Liban en juin 1982. C'est le résultat d'une action soutenue qui a duré pas plus de 3 ans, d'une organisation à laquelle ont pris part 4 personnes. Arbata Imaot. Derrière ces Arbata Imaot se tenait maximum 500 personnes, tout au plus 500 personnes qui ont fait flancher, qui ont fait céder Israël, qui lui ont fait repenser complètement la conception de sa présence au Liban Sud. 4 maires qui étaient interviewés tous les jours par tous les organes de presse. Chez Sheli Yachimovitch, ils avaient un droit d'entrée. Elle les interviewait pratiquement tous les jours. Tous les jours, elles avaient 10 minutes ou un quart d'heure. Chaque fois qu'un soldat périssait, elles étaient interviewées dans tous les organes de presse, radio, télévision, tout ce que vous voulez. Pour finir, ça a fait flancher. Deuxième chose, la commission Or. Est-ce que vous vous rappelez de la commission Or? Vadat Or, présidée par le juge Théodore Or, qui a fait suite au véritable pogrom des Arabes israéliens contre des Juifs en Galilée, véritablement faisant le siège sur différents yishuvim, de Haute-Galilée, de Basse-Galilée, peu importe. Résultat, eh bien, pour finir, il y a eu 12 Arabes qui ont été abattus par la police. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le point de lyncher des habitants juifs de Galilée. Eh bien, ce rapport, il a été comment dire, initié, il a été fait sous pression d'une organisation qui s'appelle Justice, en arabe pour ceux qui connaissent Adallah, l'organisation israélienne arabe Adallah, qui a fait pression et qui a fait en sorte que les seuls à devoir passer devant cette commission, eh bien, c'était les officiers de police. C'est eux qui étaient interrogés en tant que suspects et énormément de policiers ont été ensuite sanctionnés et ça a eu une influence considérable sur toutes les mesures policières prises ensuite, sachant que tout ce qui était fait contre la population arabe, eh bien, ils étaient ensuite menacés de poursuites. Rapport Goldstone, 2009, suite à l'opération de Tzal à Gaza. C'est un rapport qui nous accusait de quoi? De commettre des crimes contre l'humanité, d'avoir commis des centaines de crimes contre l'humanité, accusant Tzal d'assassiner délibérément des personnes civiles. Il faut savoir qu'entre parenthèses, dans tous les conflits, sans exception, sauf le conflit israélo-arabe, eh bien, le rapport entre personnes, dans le cas où dans les personnes qui sont tuées, eh bien, c'est
il y a généralement péri 3, voire 4 personnes non armées, c'est-à-dire des civils, pour une personne armée, pour un soldat ou un terroriste. Ça, c'est ainsi que ça se passait en conflit en Yougoslavie, en Afghanistan, où vous voulez. À Gaza, ceux qui ont été tués, eh bien, il y a un civil, une personne non armée, pour un terroriste, sachant que c'était des combats qui étaient menés dans les zones fortement peuplées, très souvent, la plupart du temps, les civils servaient de bouclier vivant aux terroristes. Cela dit, ce qui a préoccupé, et la seule chose, le seul conflit qui a préoccupé les Nations Unies, eh bien, c'était le conflit d'Israël face à Gaza, et ils nous ont accusés, Goldstone, en passant un juge juif d'origine sud-africaine, on va y revenir sur l'Afrique du Sud, qui nous a accusés de crimes contre l'humanité. Eh bien, il faut savoir que 92%, c'est un chiffre qui est le fruit d'une recherche menée par l'organisation Im Tirtzu, 92% de ces informations, fausses informations fournies à la commission Goldstone ont été fournies par 16 organisations, toutes financées par le NIF. Qu'est-ce que c'est le NIF? Le NIF, c'est le New Israel Fund, à Keren HaChadasha l'Israël, ou pour traduire plus justement, la Keren l'Israël HaChadasha, le fonds pour un Israël nouveau. On continue. Vous vous rappelez de l'affaire Elor Azaria, Hebron, qui a liquidé, qui a tiré de son propre chef sur un terroriste encore en vie. Il soupçonnait d'avoir une ceinture d'explosifs. Eliezer, on n'entend pas. Eliezer, qu'en Judée-Samarie, il y a plus de caméras que d'armes, que de téléphones. Chaque presque famille qui veut peut obtenir une caméra, en échange naturellement qu'elle filme toutes les interventions, toutes les confrontations, les affrontements avec Tzahal, avec l'armée israélienne. B'Tselem, une organisation entre autres financée par le NIF. On continue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on passe à une autre chose, à une autre dimension tout à fait. Le Bagatz Alice Miller, il y a des dizaines d'années, a demandé d'être pilote de chasse, pilote de l'armée israélienne, et qui a ouvert la porte ensuite à des dizaines et des dizaines de femmes qui voulaient être dans les services de forces d'élite, dans les forces combattantes, dans les chars, partout, etc., etc. Tzahal a cédé, on peut dire très bien, les filles aussi, elles ont le droit, oui, mais Tzahal a intégré dans ses principes guides l'égalité entre les sexes comme principe pas moins important presque que le principe de la nécessité de vaincre sur le champ de bataille. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, Tzahal doit, sous pression des organisations soutenues par le NIF, d'ailleurs tout ce que je dis,
tout ce que je dis, Khaverim, vous ouvrez la page du NIF, la page d'Internet du NIF, vous y trouvez tout cela sous la très bonne, intitulé 40 ans de rêve. Parce que le NIF a été fondé en 1979. 1870. On va en 1979, on va en reparler. Donc, la page de qui, Eliezer? De NIF, New Israel Fund, à Keren HaChadasha l'Israël. Ah, ok. À Keren HaChadasha Israël, vous voyez tout ce que vous voulez. On va voir tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit là-bas, parce que là aussi, il faut particulièrement savoir lire entre les lignes. Mais ça, c'est une chose. Donc, Bagatz, Alice Miller. OK. Deuxième chose, Bagatz, vous savez que Kakal, l'Israël, qui récoltait l'argent, qui récolte l'argent des Juifs du monde entier, pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour acquérir des terres en Eretz Israël, pour y faire des Yishuvim juifs. Eh bien, il y a eu un Bagatz naturellement initié, qui est le résultat d'une initiative d'encore une ONG soutenue par le NIF. Il dit non, en Israël, il n'y a personne n'a droit, une organisation nationale n'a pas le droit d'acheter une terre qui sera destinée uniquement à des Juifs. C'est de la ségrégation, c'est de la discrimination. Même si vous avez obtenu des fonds uniquement juifs, vous devez offrir la terre tant à des personnes, ou l'acheter à des personnes qui sont juives que des personnes qui sont pas juives. On continue. Toutes les luttes, comment dire, il y a jusqu'à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que le Covid est venu un peu tout chamboler, eh bien, on en parlait beaucoup. Les luttes pour pour interdire la séparation entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères publiques. Dans toutes les sphères. C'est-à-dire que si maintenant on organise un minyan où on sépare entre Ezrat Gvarim et Ezrat Nashim dans une sphère publique, eh bien, cela est interdit. Des concerts pour Haredim, des concerts pour Datim Leumim, où on veut mettre d'un côté, les femmes demandent à être entre femmes et les hommes demandent à être entre hommes. On veut danser, les femmes vont danser entre femmes, les hommes vont danser entre hommes. Eh bien, vous pouvez pas, on va y qui à la tête, etc. On va y venir, mais je veux juste faire, comment dire, étaler toute cette activité pour qu'on sache qu'elle agisse véritablement dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'organisation de concerts, l'organisation de prières, l'organisation de festivités de tout genre, vous n'avez pas le droit de séparer entre hommes et femmes. Un terme a été inventé à ce sujet qui s'appelle Adara. Adara, c'est-à-dire mise en absence. Adarat Nashim, mise en absence des femmes. Transport le Shabbat. Transport le Shabbat, ouverture des magasins de Shabbat, toutes les infractions au Shabbat Befaresia, au Shabbat, au respect du Shabbat dans la zone publique, eh bien, vous ouvrez aussi le site du Fonds pour un Israël nouveau. Très intéressant, vous voyez que je ne sais pas si environ 15 ou 16%, si vous voulez, on pourrait y entrer, 15 ou 16% des organisations soutenues par le NIF, eh bien, elles s'occupent de la lutte pour un Israël pluraliste, pour un Israël ouvert. Si on enlève l'embellissement de ces termes, eh bien, pour un Israël laïque. Pour un Israël laïque. Maintenant, vous vous rappelez des partis arabes
que ce soit de la Reshima Meshutefet ou que ce soit de ceux qui ont précédé la Reshima Meshutefet, eh bien, chaque fois, durant presque les 15 dernières années, je ne sais pas si vous vous rappelez, elles ont été disqualifiées par la Vadat Aprirot, par la commission des élections faites de Chavrei Knesset. Mais comment est-ce qu'ils ont pu participer? Eh bien, à chaque fois, l'organisation que nous avons déjà citée, Abdallah, eh bien, a fait appel au Bagatz et chaque fois, ces partis ont été réhabilités et réinstaurés, réinstitués par le Bagatz. Pourquoi? Eh bien, des principes qui sont en gros, qui ne sont pas en infraction des principes démocratiques. Maintenant, on peut continuer. Donc, tout cela, on voit que dans tous les domaines, maintenant, je peux citer aussi des domaines qui sont beaucoup plus agréables. La lutte pour les droits de certains Olim Hadashim, la lutte pour l'égalité des nouveaux émigrants d'Éthiopie, la lutte pour que des soldats qui ont péri en guerre, mais qui n'étaient pas juifs, eh bien, qu'ils ne soient pas enterrés derrière la barrière, mais qu'ils soient enterrés avec les juifs dans des cimetières militaires juifs. Oui, on peut discuter de ces choses, mais il y a véritablement ici des centaines et des centaines d'organisations qui ont été fondées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, qui sont fondées, mises sur pied chaque semaine comme des champignons. Après la pluie, j'ai des amis, un voisin qui suit cette chose et dit, il est sur le Facebook, il voit chaque semaine, il y a des nouvelles organisations, pour la plupart soutenues par le NIF, qui surgissent et chacun dans son domaine, promouvant l'idéologie du NIF, pas seulement du NIF, dont on va parler. Maintenant, on fait une pause, je vais essayer de voir toutes vos questions jusque-là, mais pour l'instant, ce n'était que des exemples. Ce n'était que des exemples pour voir dans quelle mesure ces organisations, on va voir le nombre, on va voir le financement, on va voir les sources de financement, dans quelle mesure ces organisations influencent ce qui se passe en Israël. Maintenant, je n'ai pas parlé du gaz, je n'ai pas parlé de la commission Shishinsky, qui étaient à deux doigts de faire capoter toute l'industrie, d'extraction, de forage de gaz par les industries Nobel dans Tamar, dans Léviathan, au large des côtes de Haïfa, de Ashdod, etc. Ça aussi, ils étaient à deux doigts de faire capoter le projet. Donc, il faut savoir qu'il y a ici une action absolument dans tous les domaines, du culturel à l'académique, de l'économique au politique, de l'international au national, de ce qui se passe en Judée-Samarie, de ce qui se passe dans le Negev, partout, absolument partout, bien entendu, sans passer à côté de tout ce qui touche à l'éducation de nos enfants. On va y venir. Vos questions. Vérifier si pas dans... Oui. Est-ce que tu peux revenir sur Elor Azaria? C'est le moment où tu as été coupé. Plusieurs personnes nous ont demandé ce que tu voulais dire. Elor Azaria, comment est-ce que toute cette affaire a été déclenchée? Comment ça a commencé? Comment est-ce qu'on a su, en gros, ce qui s'est passé? Est-ce que Tzahal le savait? Tzahal le savait. Mais comment est-ce que c'est arrivé à nous? Eh bien, c'est arrivé à nous parce qu'il y avait une caméra qui appartenait à un arabe de Hebron, qui était chez lui à la maison,
qui voyait ce qui se passait sur la place où ça se passait et qui a décidé à filmer ça. Comment est-ce qu'il a filmé ça? Il a filmé avec une caméra qui lui a été donnée par l'organisation non gouvernementale B'Tselem. B'Tselem, une radicalement ultra-gauche, extrême gauche, soutenue par le NIF, soutenue par des États européens, et qui distribue ces caméras naturellement avec un cours comment quel usage il faut en faire. Des caméras qui sont destinées à filmer toutes les actions possibles et imaginables, toutes les confrontations, toutes les rencontres avec des forces de l'ordre, avec des soldats de Tzal, surtout quand il s'agit de provocation. Et ensuite, ces films sont retravaillés. Très souvent, ils sont manipulés, ils sont coupés de telle sorte pour présenter Tzal comme une armée qui sévit sans foi ni loi en Judée et Samarie. Et c'est pour ça, et c'est ensuite que Tzal a été forcé d'agir plus fortement, naturellement, qu'il l'aurait fait si c'était quelque chose entre Elorzaria et ses officiers. Mais vu que c'est devenu véritablement, c'était le grand clip mondial de l'époque, eh bien, il a été forcé d'agir. Et aussi, enfin, bon, Eisenkot et Bougie Ayalon, ils ont amplifié toute cette affaire, mais tout a commencé par une caméra de B'Tselem. Rega, Question, il y a eu 3 questions. Celle de Margalite que tu peux lire, de Joseph et celle de qui Judith. dépend de qui dépendait B'Tselem? Vous pouvez entrer, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. C'est une organisation où sont membres une quantité infime d'Israéliens, mais lorsque vous regardez le comité de direction, eh bien, c'est des professeurs, c'est des gens de haute culture israélienne. Si je ne me trompe pas, vous y trouverez peut-être même Aleph Bet Yehoshua. C'est des gens, c'est une organisation d'extrême gauche, mais qui est soutenue par des personnes très connues en Israël et qui sont financées par le New Israel Fund, la Keren Hadassah l'Israël, et des fonds européens, des fonds occidentaux qui lui permettent d'agir. Qui est à la tête du NIF? Eh bien, vous pouvez aussi le voir, si je ne me trompe pas, la présidente, c'est Talia Sasson. Je ne sais pas si vous vous rappelez du rapport Talia Sasson, et son directeur général, c'est Miki Gitzin. Miki Gitzin, bon, ça c'est une histoire particulière, c'est aussi un cas particulier parce que c'est un juif d'origine russe. Ça, c'est quelque chose de très rare, d'habitude, ils sont très à droite. Mais bon, ça, c'est pas une chose intéressante. Je voudrais peut-être répondre à ces questions et à la question suivante, qui chapeaute les ONG? Mais apparemment, le Bagatz marche avec eux, bien sûr. Est-ce particulier à Israël? On va y venir. Existe-t-il aussi des ONG de droite pour Israël? Oui. Qui sont les personnes qui se cachent derrière les ONG? Quels partis? Eh bien non, ce n'est pas les partis qui se cachent, ceux qui se cachent derrière les partis. L'affaire Eldoa aussi, mais là, je voudrais, oui, Soros, ok. Je voudrais citer une personne qui était la présidente jusqu'à il y a 9 ans environ, de Keren Hadassah Israël, qui s'appelle Nomi Chazan. Dans une interview qu'elle a donnée à Shalom Yerushalmi, le journaliste, en 2010, qui était à l'époque la présidente de la fondation, elle a dit la chose suivante, vous pouvez le voir. Nous sommes un start-up de 800 organisations dans le pays qui s'occupent de justice sociale. Nous soutenons des organisations écologiques, de femmes ou féministes, de nouveaux émigrants, d'associations pour la coexistence
entre juifs et arabes, des travailleurs étrangers, des arabes israéliens, des homosexuels, des lesbiennes, nous avons une diffusion invraisemblable en Israël et notre, comment dire, bateau de poupe, eh bien, c'est l'association pour la défense des droits du citoyen en Israël. Donc, vous voyez, et là, on a vu une petite chose, c'est-à-dire il y a 10 ans, il s'agissait de 800 organisations. Maintenant, vous imaginez qu'aujourd'hui, vous pouvez rajouter encore quelques centaines. Maintenant, jusqu'à cette année, jusqu'à 2010, le Keren HaChadasha l'Israël agissait, passait, comme on dit en hébreu, complètement sous les radars. C'était une organisation qui a été fondée en 1979 à San Francisco, en Californie. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont vu les résultats des derniers votes aux États-Unis, on sait quel est le vent qui souffle dans les universités californiennes, parmi les juifs californiens, quelles sont les attitudes qu'ils épousent vis-à-vis du combat de Black Lives Matter, etc., etc. C'est ce qu'il y a de plus à gauche particulièrement, pratiquement dans les États-Unis. Et c'est à cette époque que les Juifs, quelques Juifs là-bas et quelques Juifs israéliens aussi se réunissent pour dire mais quelle devrait être l'alternative à ce qui se passe. D'ailleurs, ce que je vous dis, eh bien, si ça vous intéresse, je peux vous conseiller. C'est pas uniquement un recueil de beaucoup d'articles dans les sites comme Mida, comme Makor Rishon, ou des journalistes comme Caroline Glick ou Amnon Lord ou Mélanie Phillips ou Fargan, etc. Mais il y a un très bon livre. Il y a un très bon livre qui est sorti, de Edwin Black, qui s'appelle Raviver les flammes. Raviver les flammes, financer les flammes, pardon. Financer les flammes, qui consacrait véritablement, qui est en anglais, je ne sais pas, je pense, il a été traduit en hébreu, je l'imagine, qui a été publié en 2014 et qui relate toute la stratégie, tant aux États-Unis qu'en Israël, des principales organisations soutenues par par la Fondation pour le Nouvel Israël. Vous pouvez lire, c'est un livre très bien écrit. Il est connu, Edwin Black. Edwin Black, il est connu, son premier livre, c'était où il a révélé le lien entre IBM et les nazis, et la machine de guerre nazie. Donc, il a beaucoup de découvertes à son compte, et c'est un livre qu'il a écrit. Grâce à vous, j'ai pu le relire encore une fois, enfin revoir quelques points essentiels, mais là, on voit qu'il s'agit pas seulement d'une nébuleuse, mais d'une nébuleuse très, très organisée, qui a commencé comme une petite organisation qui a continué comme une organisation qui centralisait des dizaines et des centaines de amutot, comme on dit, ou de ONG, organisations non gouvernementales, qu'elle finançait à raison de 20, 30, 40 millions de dollars chaque année. Mais ça, c'est la petite partie de tous des fonds que recevaient ces organisations. Pourquoi? Parce qu'elles veillaient à organiser ce qu'on appelle un matching, à ce que quelqu'un donne une autre moitié. Et elles servaient aussi de service d'orientation pour l'Union européenne, pour les pays scandinaves, pour des fonds norvégiens, pour les fonds danois,
les fonds danois. Mais comment ils vont savoir à qui donner, qui est contre qui? Mais qu'est-ce qui se passe ici au Moyen-Orient? Ils ne parlent pas hébreu, ils ne parlent pas arabe, ils vont se faire avoir. Donc, ils doivent avoir des agents sur place. Ceux qui leur ont servi d'agents, c'est les organisations de la Keren HaChadasha l'Israël. Quelques années plus tard, elle s'est liée d'amitié, elle s'est liée de fonds avec une autre organisation, c'est la Keren Ford, une des fondations les plus puissantes, les plus riches aux États-Unis, qui a décidé de faire passer ses fonds et ses ressources par la Keren HaChadasha l'Israël. Par le fonds, c'est encore des dizaines de millions de dollars. C'est-à-dire, vous ouvrez par exemple, on peut voir maintenant, si vous voulez un stop share, faire un nouveau share screen, on peut entrer sur le site de la Keren HaChadasha l'Israël, איפה בוא ניכנס. הנה, קרן החדשה לישראל, איזה יופי. attendez, je vais essayer d'y monter, est-ce que c'est ça? Regarde, on va essayer. Bon, vous pouvez voir là-bas, ils disent honnêtement d'où ils reçoivent leurs fonds, etc., etc. Mais ils ne parlent pas de tous les fonds qui sont transférés grâce à eux, mais qui ne sont pas récoltés par eux. Ils disent toutes nos ressources, c'est 90%. 90%, c'est des voilà, c'est des juifs américains. Encore voilà, vous pouvez dire Trumot. Vous entrez dans le Trumot de la Keren HaChadasha l'Israël. C'est très joli. Vous avez des films ici fantastiques. Vous avez beaucoup de choses très, très intéressantes. Rega, Atormim Shelanu, nos donateurs. Rega. Voilà. Vous avez les Tzfon America, 27 millions, Amérique du Nord, Europe, 1,5 million, Israël, 2 millions, Australie, 200 en tout et pour tout, 30 millions. Mais ça, bon, c'est pas beaucoup, on pourrait dire 30 millions en une année, c'est pas grand-chose. C'est la partie infime de ce qu'ils font passer véritablement, de ce qui est transféré par le NIF aux organisations non gouvernementales. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ils donnent des services d'orientation à tous les gouvernements européens. On peut voir, par exemple, dans un article qui a été publié dans Israël Hayom il y a 8 ans, l'Union européenne contre l'État d'Israël. Il va transférer 26 millions d'euros dans la lutte pour la Jérusalem palestinienne, pour la sauvegarde de l'identité palestinienne de Jérusalem. Ni plus ni moins, 26 millions d'euros. Et ça, c'est uniquement l'Union européenne. Maintenant, vous avez tous les États qui ne sont pas membres dans l'Union européenne. Vous avez la fondation Ford, etc., etc. Donc là, vous voyez, il y a dans ce site beaucoup de choses intéressantes, mais au-delà de ce site, il y a beaucoup de choses encore plus intéressantes. Revenons à ce dont on parle. Donc là, en tout et pour tout, en plus de 40 ans d'activité, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup plus de 1 milliard le calcul, environ, je ne sais pas, 50, 60, 70 millions de shekels par an, multipliez ça par 40 ans, même si au début, ce n'était pas de telle somme, vous arrivez à quelques milliards de shekels. Multipliez ça par tous les services d'orientation, c'est-à-dire tous les fonds qui sont fournis par l'Union européenne, par les Scandinaves, par les Suisses, par l'ONU, par l'Amérique, par le State Department, etc., etc., vous arriverez à énormément de choses. OK. Bon, on fait une pause pour vos questions parce que je pense que la chose essentielle, c'est encore à suivre. Il faut théoriser tout ça. C'est ça l'essentiel. C'est ça au niveau de cette nébuleuse diffuse. Est-ce que le Shalom Arshav aussi était mené? Le Shalom Arshav, c'est la première véritable ONG qui a eu un succès tonitruant avec
avec Oslo. Elle a été fondée en 1978 et effectivement, c'était l'alliance de tous les partis de gauche qui a fait aboutir le processus. La reconnaissance de l'OLP, la reconnaissance des, entre parenthèses, entre guillemets, droits légitimes du peuple palestinien, etc., etc. Tout cela, c'était l'agenda de Shalom Achshad. Et ensuite, bien sûr, il a été soutenu, etc. L'ampleur de cette nébuleuse fait froid dans le dos. Ce qui est anxiogène, est-ce que les autorités officielles, même si elles sont au fait de tout cela, semblent désemparées? Pouvez-vous nous rassurer sur leur capacité à contrer ces bases offensives? Maintenant, quand est-ce qu'on a mis les projecteurs sur la Keren HaChadasha et Israël? Eh bien, ceux qui ont mis le projecteur, c'est Im Tirtzu. C'est l'organisation Im Tirtzu en 2010. En 2010, tout d'un coup, le NIF doit commencer à donner des comptes, à se justifier. Le site que vous avez vu, les films que vous avez vus, tout cela, eh bien, c'est pour redorer le blason. Tout cela, c'est une tentative de véritablement présenter la Keren HaChadasha à Israël comme quelque chose qui lutte pour l'égalité, pour la paix, et d'une position sioniste. Mais c'est après cette intervention, après que ça a été publié dans Maariv, après qu'il y ait eu beaucoup de choses sur lesquelles ont été mis les feux des projecteurs, eh bien, il y a eu aussi des projets de loi que maintenant jusque-là, eh bien, la Keren HaChadasha Israël et toutes les organisations ne devaient pas faire état, pas du tout, d'où ils recevaient, d'où ils étaient financés. On ne savait même pas que, vous regardez, vous avez signalé, comment il s'appelle, Shalom Achshad. Dans les années 80, presque 100% de son financement, il est israélien. Vous regardez, c'est sur le site, vous trouvez ça sur Wikipédia. Et puis tout d'un coup, vous voyez, 50%, c'est l'Europe, 70%, c'est l'Europe, 80%, c'est l'Europe. C'est-à-dire que vous voyez comme Shalom Achshad devient d'une organisation de souche israélienne, se transforme en organisation, en agent étranger, en objet d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures israéliennes. Ça se passe dans les années 2000. Dans les années 80, ce n'était pas comme ça. Les gens venaient véritablement aux manifestations organisées par Shalom Achshad. Dans les années 2000, le financement, eh bien, c'est un financement qui est soutenu, qui est pratiquement pas majoritaire, pas seulement absolument majoritaire, mais qui est absolu, écrasant, qui provient des sources anti-israéliennes. Ceux qui ont derrière le procès de Benjamin Netanyahu, tout est ouvert. Pour ceux qui sont intéressés, tout est ouvert. Vous pouvez entrer sur le site du NIF, ils vous le raconteront avec beaucoup d'orgueil. Qui paye? On l'a dit. Je ne suis pas d'accord avec la fondation pour un nouvel Israël. À mon avis, la Keren HaChadasha, c'est la nouvelle fondation pour Israël. Et comment est-ce que c'est en anglais? Il faut savoir, ça a été fondé aux États-Unis. New Israel Fund. New Israel Fund. Vous comprenez? La Cour suprême israélienne est une création de la Knesset par une loi. Pourquoi Netanyahu, quand il avait une majorité de droite, n'a-t-il pas changé la loi pour empêcher la Cour suprême de brimer la volonté populaire? Effectivement, la révolution de Barak date de 1992. Question en soi, mais c'est encore une stratégie de contournement. Et les dernières fois, eh bien, pour vous dire honnêtement, même si Netanyahou l'avait voulu, il n'aurait pas eu la majorité. Comment lutter, quoi faire? Eh bien, on va tout d'abord comprendre. Qui sont ces personnes? C'est la suite de notre propos. Qui sont ces personnes qui se cachent derrière ces ONG? Regarde. Comment il est? Regarde. Peut-on un peu demander? Regarde, peut-on intervenir
pour demander la fermeture de magasins pseudo-cachers qui ouvrent le Shabbat, Befares, et peut-on couper le financement? Bon, pour répondre à ces questions, eh bien, je voudrais essayer de théoriser. Et ça, c'est une chose très importante. Parce qu'en fait, on a affaire à une internationale qui se dit nominalement antiraciste. Une internationale contre l'apartheid, une internationale pour le respect des droits des minorités, une internationale qui est née véritablement à Durban, pour ceux qui rappellent, la conférence de Durban, 2001, Afrique du Sud, organisée par les Nations Unies, qui prenait place avec deux axes. Il y avait une conférence pour les États, il y avait une conférence pour les ONG. Une conférence qui utilisait contre le racisme, mais qui a tourné très court en une conférence anti-israélienne, anti-sioniste, privant de son droit, véritablement de son bon droit, l'État d'Israël. Maintenant, chose intéressante, quelles sont les sources du NIF, de la Keren Hadasha l'Israël? Si vous entrez sur le site, eh bien, vous voyez que la personne qui est présentée comme l'âme de cette organisation, c'est une femme qui s'appelle Rachel Liel. Son amie qui est Alon Liel, une femme qui tient à se présenter dans toutes ses interviews, entre autres dans l'interview qu'il donne à Edwin Black comme sioniste. Mais vous trouvez une de ses photos, elle se tient à côté de Nelson Mandela. Son mari, il était ambassadeur d'Israël à Pretoria. Il était ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud. C'est-à-dire que pour eux, l'Afrique du Sud, c'est le modèle. C'est le modèle maintenant qu'il faut calquer sur Israël et c'est la lutte victorieuse en Afrique du Sud qu'il faut calquer sur Israël. Apartheid là-bas, apartheid ici. Ségrégation là-bas, ségrégation ici. Racisme là-bas, racisme ici. Donc, sources spirituelles, on voit, elles sont très claires. Ce sont des sources qui présentent Israël et le sionisme comme mouvement raciste. Vous vous rappelez la résolution de l'ONU 3379? Vous savez quand elle a été votée? Elle a été votée en 1975. Mais quel jour? C'est un jour très emblématique. Vous pourrez lire le discours de Chaim Herzog, qui était le représentant, qui dit mais quel hasard que ce vote soit tenu le jour de la nuit du cristal. Le jour de la nuit du cristal, c'était le 9 novembre. Le vote était tenu le 9 novembre. Et par qui est-ce que c'était soutenu? Par les pays arabes, par le bloc communiste, et avant tout par l'Union soviétique. Donc, c'était une position soutenue par le bloc le plus staliniste, le plus totalitaire, le plus obscur, le plus anti-liberté qu'il y a eu à l'époque. Il faisait suite à la charte de l'OLP, qui niait, qui présentait, qui niait le statut de nation du peuple juif en tout et qui présentait le sionisme dans ces mêmes termes. Donc cela, c'est la source spirituelle. Vous pouvez ajouter au niveau idéologique aujourd'hui à cela le postmodernisme, le post-nationalisme, le post-industrialisme, industrialisme, cette nouvelle gauche
qui efface toutes les frontières entre nations, entre couleurs, entre sexes, entre toutes les entre toutes les identités qui puissent être. Ces agents de prédilection, là, eh bien, je vous laisse le dire. En Israël, c'est très clair. Ces agents, ils sont soutenus avant tout pour une écrasante majorité par la Keren HaChadasha d'Israël. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est toute cette énorme alliance d'organisations à laquelle le nouvel élu à la Maison-Blanche sert de façade, sert, si j'ose le dire, presque de camouflage. Parce que lui, il fait partie de l'establishment très ancien du Parti démocratique. Lui, au niveau personnel, eh bien, ses positions, elles seraient presque sionistes, elles seraient presque judéophiles, mais ceux qui se cachent derrière lui, à commencer par sa vice-présidente, eh bien, c'est une image tout à fait différente. Tout à fait différente. Eh bien, ils ont des agents dans les universités américaines, en Israël aussi, dans les universités, etc. Mais c'est des agents qui sont beaucoup plus diffus. Lorsqu'on prend l'international, je ne sais pas, de Trotsky, ou peut-être, vous savez, l'international, ce n'est pas un terme très bien adapté. Peut-être ce qui serait plus adapté, ce n'est pas la 4e internationale fondée à Paris par Trotsky en 1936. Et ce qui serait beaucoup plus adapté, c'est le Comintern, le communisme international dirigé de Moscou, par le parti communiste. Là, c'était très clair qui était aux commandes, qui dirigeait, qui finançait, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire, d'où viennent les finances? Eh bien, d'ici, de là, de partout, un peu. Qui se trouve derrière? Eh bien, vous avez des maîtres à penser par là, le postmodernisme, ces pensées, ces académiciens, ces historiens, ces sociologues, ces nouveaux historiens, ces sociologues critiques, etc., etc. Mais vous ne savez pas véritablement sur qui mettre le doigt. Cela dit, cette organisation, elle est très, très puissante. Elle agit, elle a des moyens. Par quels moyens elle agit? Vous voulez recevoir des fonds? Bien, s'il vous plaît, voilà, vous allez recevoir pas seulement des fonds. Vous pouvez le lire sur leur site. Nous ne sommes pas des donateurs. Nous sommes des donateurs avec une opinion, avec notre mot à dire. Nous allons vous former. Nous allons vous former à la lutte civique. Nous allons vous organiser des coalitions de minorités pour saper le pouvoir central. C'est une chose invraisemblable. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait arriver comment dire, euh, 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 à neutraliser les Juifs d'Union soviétique en Israël, à les rendre des personnes de gauche. Mais ils sont arrivés à le faire. Ils ont dit, mais vous comprenez pas que véritablement, vous êtes dans la même barque avec des Arabes, avec des homosexuels et des lesbiennes. Vous aussi, vos droits en tant que personne laïque, eh bien, la rabbanoute les enfreint. L'État juif, en tant qu'État juif, les enfreint. Tout d'un coup, il y a ici des alliances qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Elles étaient absolument inexistantes. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas seulement avec des fonds, mais avec des outils qui font ce que dit, qui transforment la lutte citoyenne en un art véritable, maintenant, donc là, on voit parmi les moyens, vous pouvez voir coalition de minorités, et puis semer la discorde. Pas entre ces coalitions, mais semer la discorde dans la société. S'il y a véritable coexistence entre
arabes et juifs, que ce soit en Judée-Samarie ou que ce soit dans le Triangle, que ce soit en Israël. Eh bien non. Du moment que vous distribuez des caméras et vous envoyez des provocateurs appelés, par exemple, les anarchistes pour la paix ou les anarchistes contre Neged Agader, contre la barrière, eh bien, immédiatement, eh bien, vous les payez naturellement. Vous les payez. Argent comptant, vous leur donnez des camions, vous leur financez des voitures, vous leur financez les heures et les jours qu'ils passent à la confrontation. Bien sûr, ça attise les flammes. Idem, toutes ces organisations, comment est-ce elles reçoivent leur argent? Eh bien, une organisation qui dit maintenant, nous, on veut que des officiers de Tzal soient jugés dans des tribunaux internationaux. C'était très à la mode dans les années 10, au début des années 2000. Eh bien, pas de problème. Vous recevez 50 000 $, mais ce que vous nous donnez en échange, 4 officiers qui passent devant un tribunal. C'est-à-dire que même s'il n'y a aucun officier, aucune guerre, aucune affrontation, ces organisations vont chercher sous le tapis où qu'il y ait partout pour essayer de trouver et d'incriminer des officiers de Tzal. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est ainsi que ça fonctionne. Semer la discorde, par exemple, il y a un juif éthiopien qui a été tué à Akko. Eh bien, c'est pas possible comme ça. Donc, il faut délocaliser cet homicide. Il faut en faire il faut le présenter comme le résultat d'une discrimination et d'une ségrégation dont sont victimes les Juifs originaires d'Éthiopie et transformer ça en manifestation de masse et ainsi semer la discorde dans la société. Idem avec les ressortissants de Russie, idem avec les Mizrahim, c'est comme ça que cela fonctionne. Maintenant, diaboliser. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quel est l'ennemi de tout cela, quel est l'ennemi de toute cette nébuleuse. L'ennemi, c'est l'Occident ancien. C'est l'Occident qui est basé sur des valeurs nationales, religieuses, sur des identités claires qui sont le résultat d'une fermentation historique de plusieurs siècles. Et c'est ce vieil Occident qui est incarné par Israël. État, nation, religion, terre, où se superposent tous les némésis, tout ce que ces personnes ne peuvent pas véritablement ingurgiter, supporter tout ce qui est moderne et tout ce qui est anti-post-moderne. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Israël devient la cible. Là, je peux continuer à lire, je ne sais pas, les fonds de la Grande-Bretagne, du gouvernement de Grande-Bretagne pour les organisations de défense des droits de l'homme au Moyen-Orient. Sur 100%, 50% sont investis en Israël, dans la petite Israël, et encore 30% en Judée et Samarie. Imaginez-vous ça. Vous imaginez, c'est sur 100, il n'y a que 19% qui sont investis dans les organisations de droits de l'homme dans des pays qui sont, somme toute, très pacifiques, Syrie, Irak, Libye, Liban, etc. Yémen et j'en passe. Plus de 80% chaque année. Chaque année. Là, j'ai des données de 2011. 2011, vous pouvez le voir. C'est un article dans Makor Rishon. D'ailleurs, ce que je vous dis, vous pouvez le trouver aussi sur les sites, j'ai oublié de le citer, de NGO Watch. NGO Watch, c'est-à-dire le moniteur des NGO qui fait un travail fantastique à ce niveau.
Donc, Israël fait l'objet d'une diabolisation, fait l'objet d'un discrédit, d'une délégitimation, pas seulement dans sa politique, mais sa raison d'être, son droit d'exister en tant qu'État juif, État du peuple juif. Et tout cela dans quel but? Toute cette discorde, toute cette diabolisation, toutes ces flammes, pourquoi? Pour instaurer un ordre nouveau, un ordre tout à fait nouveau, un ordre où il n'y a, vous savez, à la John Lennon, quand on chante ça, ça sonne très bien. Imagine all the people living all in peace, nothing to live or die for. Vous savez, sans no nation and no religion too, sans religion, sans nation, sans identité. Quelque chose de tout à fait malléable pour qu'on puisse faire de nous ce qu'on veut, ce qu'on veut. Maintenant, quelques autres exemples. Et il y a, vous savez, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement, mais je vais revenir à vos questions et avec votre permission, laissez-moi encore 3 minutes ensuite pour arriver au système judiciaire, au système de l'éducation. Juste, maman, que faire pour agir condamné? Ce qui est effrayant, c'est qu'on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire énormément de choses. On va en parler. N'est-il pas possible de déclarer ces organisations hors la loi? Par exemple, même pas les déclarer hors la loi, mais tout simplement exiger d'eux qu'ils fassent étalage d'où ils reçoivent leurs fonds, qu'ils doivent payer des impôts sur toutes les donations, etc. Par exemple, aux États-Unis, pourquoi est-ce que ce livre était très populaire? Parce que il prouve que aux payeurs d'impôts américains naïfs que véritablement vos contributions qui sont déductibles d'impôts, et c'est pour ça que vous les contribuez, eh bien, elles servent à quoi? Elles servent à faire la guerre au Moyen-Orient. C'est comme si vous achetez des Kalachnikov et vous les envoyez au Moyen-Orient. C'est ce que vous faites. Maintenant, il en appelle aussi aux autorités. Il ne faut pas que ce soit déductible d'impôts parce que du moment que vous fermez ce robinet, eh bien, le NIF, il obtient beaucoup moins de contributions. Convergence avec l'islamisme radical et précisément absolument. Regardez les dernières images sur quoi ils écrivent maintenant Black Lives Matter sur le drapeau palestinien. La presse française s'est comportée comme un véritable faiseur d'opinion anti-israélien lors de l'exposition du livre de Shlomo Zahn, L'invention d'Israël, au point qu'elle a reçu un prix de… Oui. Donc là, il y a aussi toute la panoplie académique. On n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un soutien de poids. C'est véritablement ce qui alimente au niveau spirituel et intellectuel toute cette campagne. Et des enfants crevant de faim, personne n'en a rien à faire. Il y a une autre organisation ONG israélienne qui s'appelle Shovrim Shtika qui sauvait. Oui, elle aussi, elle est financée, c'est la même chose. Quelle relation entre cet ordre nouveau et le corona, l'OEDA vigoureux? Cela s'appelle Nouvel Ordre Mondial. NGO Monitor fait un excellent travail sur l'égalité des géants en Israël, effectivement. Maintenant, je peux vous donner encore quelques citations pour savoir, ça c'est la citation d'un représentant hollandais qui s'occupe aussi du financement de ces personnes. Il dit par exemple, il finance l'ouverture de dossiers et d'appels dans les tribunaux israéliens. C'est-à-dire pour toutes les constructions, pour toutes les destructions de maisons arabes construites contre la loi, contre les régulations, etc., eh bien, ils inondent les tribunaux israéliens d'appel, etc., pour essayer pas seulement de bloquer la destruction,
la destruction d'immeubles, etc., naturellement d'immeubles de terroristes aussi, etc., mais pour dire, regardez, ici, là où je mets le curseur, eh bien, כדי לשבש את מערכת המשפט הישראלי, pour asphyxier les tribunaux israéliens, pour qu'ils soient surchargés tellement de toutes ces demandes. Il faut savoir qu'un appel, une attira dans la haute cour de justice, ça coûte 50 000 shekels, c'est très cher. Une organisation pour mobiliser de tels fonds, elle doit faire pas mal de head start. C'est très difficile. Donc, il faut qu'il y ait des arrières très bien fournies, très bien assurées. Assurées par qui? Assurées par le NIF et par les gouvernements européens. Mais là, on voit que le but, ce n'est pas seulement que Khan el-Ahmar, sur la route de la mer Morte, eh bien, qu'on n'ait pas le droit qu'on ne se permette pas de le détruire. Mais c'est aussi pour asphyxier, pour saboter le fonctionnement du système judiciaire israélien. Et ça, ce qui le dit, cette personne, c'est de dire, mais c'est pas התיקים, קשורה למדי נוספות שנוסחה בעבר על ידי עורך דין שעבד על אחד הפרויקטים של ה-CB, לנסות להשתמש, on voit par un représentant européen. Deuxième chose, juste un exemple du système de l'éducation israélien. Un ami me raconte qu'une organisation qui s'appelle Big Dusha, avec sainteté, voulait venir en classe pour enseigner sur les valeurs familiales. Rien de plus. Enseigner les valeurs familiales dans les écoles, même pas mamlarti, Chemed, Chinuch Mamlarti Dati. Eh bien, le Pikour, le contrôle, a interdit. Pourquoi? Eh bien, parce que cette organisation ne reconnaît pas la légitimité de l'homosexualité. C'est-à-dire que si vous avez un agenda qui n'est pas anti quelque chose, mais qui est pour la famille, vous ne pouvez plus venir dans une école comme ONG de l'extérieur pour parler aux enfants comment faire une famille. Je passe naturellement, je ne parle pas de toutes les organisations de dizaines d'organisations pour les droits des travailleurs étrangers lorsqu'ils viennent d'Érythrée, du Soudan, d'Afrique, pas lorsqu'ils viennent de Moldavie, d'Ukraine, ça n'intéresse personne. Non, mais lorsqu'ils viennent d'ici, ils peuvent vivre en infraction totale avec le droit israélien. Il n'y a qu'une organisation qui essaye de tenir tête, des amis qui sont là-bas, à cela, face à des dizaines d'organisations qui ont des millions de dollars qui les soutiennent. Donc là, pour résumer un peu, on peut bien entendu continuer. Il y a le tourisme BDS, il y a le soutien pour la Jérusalem palestinienne, il y a des accusations qu'on vole de l'eau dans la vallée du Jourdain, il y a l'organisation Zorot, qui est faite de juifs complètement israéliens et qui est faite pour le droit du retour des Arabes, pour renommer toutes les villes, leur redonner leurs noms arabes, etc. Des centaines et des centaines d'organisations qui sapent le caractère juif de l'État d'Israël à tous ses niveaux. Au niveau de la terre, on doit quitter la Judée-Samarie, on doit quitter le Negev. Dans le Negev, entre guillemets, on fait de l'épuration ethnique. Dans le Negev, lorsqu'on essaye d'organiser la désorganisation des Bédouins du Negev, eh bien, ça s'appelle l'épuration ethnique. J'ai perdu le fil.
de ce que je disais. Ah, voilà, au niveau de la terre qui porte atteinte, et pas seulement de la terre Judée-Samarie, mais comme je l'ai dit, Negev et ailleurs. Au niveau du Shabbat, on en a parlé. Au niveau de la loi du retour, qui est complètement à l'origine, les Juifs ont droit de faire leur aliyah. Ensuite, l'amendement de 1970, leurs petits-fils aussi. Aujourd'hui, on arrive aussi à leurs arrière-petits-fils et arrière-arrière-petits-fils, et puis vous pouvez faire l'aliyah, recevoir le passeport israélien en venant et en retournant avec le même avion. Pratiquement sans entrer en Israël, et on est en droit, bien entendu, à une partie du sal Klita. Maintenant, bien entendu, il y a un soutien énorme à tous les mouvements, que ce soit réformistes, que ce soit les Women of the Wall, les femmes du Kotel, pour des prières dites égalitaires, etc., etc. À tous les niveaux, il y a une tentative contournant la démocratie à transformer Israël en État de tous ses citoyens. Et avant tout, des citoyens qui ne sont pas juifs, qui sont, qui sont, comment dire, en symbiose avec le narratif postmoderne. Black is beautiful, small is beautiful, etc., etc. C'est-à-dire, si vous êtes une personne blanche, un homme ou une femme qui ose se dire hétérosexuel et qui a une famille assez standard, eh bien, c'est quelque chose dont vous devez vous justifier aux yeux de cette théorie. Chose intéressante, il faut encore remarquer que les pratiques, elles sont restées les mêmes. Si vous vous rappelez avec la gauche antisioniste, eh bien, c'est une allégeance à une patrie extérieure. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est quelque chose ça peut être l'Union européenne, ça peut être les fonds de Ford, de Soros, de NIF, etc., etc. La politique de la délégitimation, la politique de semer la discorde, la politique de la fin qui justifie les moyens. Toutes les fins justifient tous les moyens. La politique qui contourne la volonté populaire, qui contourne la démocratie, qui contourne la volonté du peuple juif, et en cela, elle est dans la même mesure antidémocratique qu'anti-juive. C'est-à-dire, on retrouve, on en a parlé l'autre fois, le même mode d'action pour saper, encore une fois, d'une nouvelle manière, la souveraineté juive, l'identité juive dans l'État d'Israël, en Eretz Israël. Toda Rabba Eliezer. C'est sans fin, on pourrait continuer encore comme ça très longtemps. Et il n'y a pas de doute, il y a une utilisation, comme tu as très bien montré, du postmodernisme, mais contre l'État d'Israël et contre l'État d'Israël uniquement, c'est-à-dire contre le caractère juif de l'État. C'est vraiment aussi de l'antisémitisme, je crois qu'on peut le dire quand même. C'est vraiment... Absolument. On peut penser que c'est de la conspiration, mais c'est la réalité. Donc, ce que j'ai surtout aimé, c'est les questions des gens qui ont dit ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on en reparlera une autre fois. Voilà, c'était vraiment très, très intéressant. Toda Rabba Eliezer. Be'atzlacha. Toda Rabba, vous pouvez ouvrir vos micros, ceux qui veulent. Peut-être qu'il y aura une suite à ça, Brigitte, à cette conférence.
Obligatoirement, parce qu'il y a tellement à dire que et je crois qu'on est obligé de continuer, bien sûr. Oui, parce que vous nous avez mis le moral à 0, là. Non, non, non. Écoutez-moi. Alors, franchement, en dépit de toute cette